On avait commencé à voir la semaine passée les capteurs, qui sont, je le rappelle, c'est une composante très importante en robotique mobile, puisque c'est ce qui va nous permettre de prendre de l'information sur le monde extérieur. Et on va toujours être limité en termes de raisonnement, de compréhension du monde. Donc, on va être limité par qu'est-ce que nos capteurs récupèrent comme information. Aussi, on a un concept important qui s'appelle le concept du problème bien posé. C'est un concept qui a été émis par le mathématicien, je me souviens, Hadamard. Et le concept, c'est qu'un modèle mathématique des phénomènes physiques devrait avoir trois propriétés. Premièrement, qu'une solution existe, que la solution est unique et que la solution dépend de façon continue des données. C'est souvent la partie la plus, disons, subtile à comprendre, cette stabilité. Je vais essayer d'en parler un peu plus tout à l'heure. Ce qui arrive régulièrement, c'est que nos capteurs vont échouer. Les fonctions qu'on va utiliser pour traiter nos capteurs ou l'inverse des capteurs vont échouer selon un des trois différents critères ici. Ce qu'Adamard dit, c'est que si les trois critères sont respectés, on a un problème bien posé. Comme vous allez le comprendre, souvent, on va avoir des problèmes mal posés en robotique mobile. Particulièrement, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va vouloir calculer l'inverse ou trouver l'inverse d'une fonction de capteur, c'est-à-dire lorsque je donne la mesure à ma fonction inverse, elle me redonne de l'information par rapport au monde, c'est là qu'on va voir que ce concept-là va souvent échouer. Donc, allons-y avec un exemple. C'est plus simple pour comprendre quelque chose que de partir avec des exemples. On va faire l'hypothèse que notre monde ne contient qu'une ligne droite et que j'ai un capteur qui peut prendre des mesures directement sur cette ligne. Sauf que j'ai un capteur qui va être bruité, donc on va être obligé d'ajouter un petit bruit sur les mesures. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai des points ici qui sont un petit peu éparpillés. Le critère numéro 1 pour le problème bien posé, c'est de dire que la solution existe. Alors ici, est-ce qu'il existe une droite qui passe par tous les points présents ici dans les mesures? La réponse, c'est non. Je n'ai pas de droite qui peut passer. C'est sûr qu'on a tendance plutôt à faire des problèmes de ce qu'on appelle de minimisation de moindre carré, donc de trouver plutôt la ligne qui minimise la distance au carré entre un point ici et le modèle. Et il faut se le rappeler, une minimisation de moindre carré, on peut le démontrer mathématiquement, c'est de trouver l'hypothèse la plus vraisemblable, sachant que les mesures sont contaminées par un bruit Gaussien, une distribution normale. Donc ici, dans un point de vue strict, c'est un problème mal posé puisque je n'ai pas de solution ici de ligne qui passe à travers tous les points que j'ai mesurés. Deuxième critère qu'on avait vu, donc est-ce que la solution est unique? Imaginez que vous avez un appareil photo ici et que vous avez deux objets, là, un rouge et un bleu. Lorsque je vous donne cette photo-là, donc la photo, c'était la fonction de prise d'information du monde vers une mesure Z, la mesure étant la photo. Maintenant, je vous dis à partir de la mesure Z, retrouver le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'il existe plusieurs hypothèses possibles. Soit que j'ai deux objets de taille similaire qui sont placés à une distance similaire de la caméra, c'est pour ça qu'ils apparaissent à peu près la même grosseur ici dans l'image, ou je vais avoir un objet qui est plus petit, mais situé à une distance plus proche de la caméra par rapport à l'autre, de sorte qu'il va apparaître plus. Donc, vous voyez ici, j'ai deux solutions possibles à mon problème de trouver l'inverse de la prise de photo. Donc, encore là ici, ça signifie que la prise de photo est un problème mal posé. Un autre exemple, nous utilisions sur nos robots mobiles, les physiques, maintenant qu'on fait le simulateur, on ne les aura pas directement, mais on va simuler quand même ces capteurs-là, parce qu'ils sont quand même des capteurs très importants pour la compréhension des capteurs. C'est un télémètre rouge, donc télémètre, un appareil de mesure de distance. La fonction de la mesure est quand même un peu étrange. Donc, en fonction de la distance L, eh bien, le voltage qui sort de ce petit capteur-là va d'abord commencer par monter, puis après ça va décroître. Et la décroissance ici, elle est approximativement 1 sur L. Mais ce qu'on voit ici, c'est que si je vous donne une mesure Z unique, eh bien, il y a deux possibilités de position qui peuvent générer cette mesure-là. Donc, ce qu'on dit en mathématiques, c'est que c'est une fonction qui est non bijective. Et le fait d'avoir une fonction non bijective veut dire donc que je n'ai plus maintenant de solution unique à mon problème d'inverse de capteur. Donc, ce que ça veut dire, nous, rappelez-vous, notre robot va prendre des mesures Z, et après ça, il va falloir inférer des choses par rapport au monde. Donc, si je vous donne une mesure de voltage Z ici, quelque part, il va falloir se dire, là, j'ai deux hypothèses possibles. Soit que j'ai un obstacle situé à une distance L1 ici, ou un obstacle situé à une distance L2 ici. On va trouver des façons de pouvoir différencier les hypothèses. Ça va impliquer, par exemple, de déplacer le robot. Un cours de robotique mobile. Et c'est vraiment important ici de comprendre que de se déplacer est une excellente façon de ramasser l'information sur le monde, puis de pouvoir raffiner justement des hypothèses, de choisir des trajectoires qui vont nous aider à raffirmer certaines hypothèses par rapport à d'autres hypothèses. Le concept de problème bien posé, mal posé est très important.
Pour ce qui est de la stabilité, je n'ai pas présenté d'exemple en ce moment. Je vais en présenter un peu plus tard dans les semaines qui s'en viennent. C'est un peu plus difficile, comme je dis, comme concept à saisir, mais c'est l'idée, c'est que si je fais varier un tout petit peu mes mesures, est-ce que mon interprétation du monde va varier de façon très grande? En général, ce qu'on veut justement, c'est des algorithmes qui sont relativement stables ou des fonctions inverses qui sont relativement stables. Parce que c'est souvent un mauvais signe si nous on fait preuve d'instabilité par rapport à des petits changements. On va commencer à avoir aujourd'hui, on va éplucher un catalogue de capteurs qui sont très utiles en robotique mobile. Le premier, qui est souvent à la base de beaucoup d'autres capteurs, c'est un convertisseur analogue numérique. Ce que fait notre convertisseur analogue numérique, nous avons un signal à l'entrée ici, un signal en bleu pâle ici, et à un intervalle régulier, par exemple à chaque milliseconde, à chaque 10 millisecondes, on va avoir un circuit électronique qui va venir mesurer le voltage de ce signal-là. Et en bout de ligne, donc, ce que ça vient faire, c'est comme si on faisait, on transformait notre signal qui était continu à un signal qui est plus comme discontinu, qui est représenté par des paliers en rouge. Ce qui va caractériser un convertisseur analogue numérique, premièrement, ça va être sa fréquence d'échantillonnage, donc est-ce qu'il échantillonne rapidement ou lentement un signal. Sa résolution, donc le nombre de bits qui est utilisé dans le circuit pour faire la conversion. Par exemple, si j'ai un convertisseur analogue numérique de 8 bits, ça veut dire que je vais pouvoir sortir 256 niveaux de voltage pour ce signal-là. Je le disais aussi que le convertisseur analogue numérique est à la base de beaucoup de capteurs. Par exemple, une caméra numérique. Grosso modo, chaque pixel, c'est comme une espèce de mini panneau solaire qui va dans le fond, à mesure que les photons arrivent sur la cellule, le voltage va monter. Et rapidement, ce qu'on va faire, c'est brancher un voltmètre sur la cellule pour voir c'est quoi le voltage accumulé. Ici, en cas là, donc, si j'ai un convertisseur de 12 bits sur ma caméra, ben, ça veut dire que la caméra elle-même va avoir une résolution de 12 bits là, en termes de résolution. Comme je disais, c'est à la base de beaucoup de capteurs parce que c'est comme c'est une façon d'interfacer le monde extérieur à l'ordinateur lui-même. Pour ceux qui ont fait des cours de traitement de signal, il faut respecter ce qu'on appelle le critère de Nyquist, donc la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois supérieure à la fréquence maximale. Je le mentionne ici pour les néophytes, c'est-à-dire que le choix de la fréquence d'échantillonnage n'est pas toujours arbitraire. C'est un signal qui varie très rapidement dans le temps. On se doit de l'échantillonner très rapidement. Alors que c'est un signal qui varie lentement, on peut se permettre de l'échantillonner plus lentement. Mais il y a vraiment des critères fondamentaux et théoriques qui sont à respecter lorsqu'on fait de l'échantillonnage. Vous pouvez penser aussi que ces convertisseurs-là, c'est essentiellement comme dans les cartes de son. Là, on peut choisir la fréquence d'échantillonnage pour récupérer un signal audio. Par exemple, vous avez des vieilles platines, des vieux vinyles que vous mettez sur votre platine pour convertir en fichier MP3. Ben, vous devez d'abord échantillonner. Donc, on choisit la fréquence d'échantillonnage, la résolution. C'est exactement le même principe que les cartes de son pour faire l'acquisition. Capteur de position, c'est très important. Nos robots, que ce soit des robots à roues, des robots avec des membrures, là, des bras, on doit être capable de calculer la position des divers actionnaires. Donc, si j'ai un robot à un bras, par exemple, je dois avoir un capteur d'angle ici, par exemple au coude. L'avantage d'avoir un joint comme un coude, c'est que vous voyez, je peux pas faire 360 degrés avec un bras. Donc, je peux me permettre d'avoir des capteurs d'angle, par exemple, qui ne couvrent pas 360 degrés. Un de ces capteurs-là qui ne couvre pas 360, c'est par exemple un potentiomètre. Ce que c'est un potentiomètre, donc je vais avoir trois broches. Donc, j'ai la broche A et B ici, qui sont branchées sur un arc qui est fait d'une matière qui a une résistance électrique uniforme. Par exemple, souvent, c'est du graphite qu'ils vont utiliser. Et ensuite, je vais avoir une troisième broche ici, la C, qui est connectée avec un joint rotatif, là, un connecteur rotatif, à un petit balai qui vient toucher le matériel résistif ici. Donc, la résistance entre AC ou BC, elle est fonction de l'angle de rotation. Et c'est important, c'est un capteur linéaire, on va le montrer. Si je mets un voltage ici entre la borne A et la borne B, donc je vais avoir un potentiel qui va aller de façon croissante, vu que j'ai une résistance ici. Si je viens mesurer le voltage en C, qu'on voit ici, va être linéaire en fonction de l'angle entre θ A et θ B. Donc, vous voyez ici, je branche mon convertisseur analogue numérique à la sortie C. Et voilà, j'ai maintenant une façon de mesurer à l'aide d'un ordinateur la position, l'angle d'un joint rotatif. Si je place le joint rotatif, l'axe de rotation dans le potentiomètre ici. Par contre, ce pas des capteurs qui sont très utilisés pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il y a un problème de friction, donc d'avoir ici un balai, une brosse ou un balai métallique ici qui frotte sur une surface, ben, ça va induire quand même une force.
On essaie quand même de minimiser les forces parasites dans nos systèmes de mesure. Ensuite, si vous avez des poussières qui se déposent ici, ça va donner des sauts dans le voltage. Là. Vous avez ça. Si vous avez des vieux systèmes de son à la maison avec ces boutons-là qui étaient justement des potentiomètres, vous devriez remarquer que parfois, lorsque vous les tournez, vous entendez une espèce de grichement, puis le son monte parfois violemment lorsqu'on le tourne. C'est parce que justement, il y a des poussières qui sont placées, des cracks qui ont commencé à se former sur cette surface-là. Et qui dit contact mécanique, donc entre le balai et la surface ici, dit usure. Par exemple, si la durée de vie d'un potentiomètre, c'est de 1 million de cycles d'aller de gauche à droite, ce qui peut paraître énorme pour un système de son, jamais personne ne va faire 1 million de fois. Là. Mais si vous placez ça, par exemple, sur les genoux d'un robot humanoïde et qu'on fait minimalement 5000 pas par jour, on peut en faire 10 000 par jour pour être en santé, là. Mais ça veut dire que la durée de vie moyenne de ce capteur-là serait de 200 jours. Donc, vous voyez que ce n'est pas le genre de solution acceptable pour des robots qui sont utilisés, disons, très fréquemment. Néanmoins, c'est très utilisé pour les trucs là, de hobbyistes, souvent les moteurs cerveau. Là, on appelle ça des moteurs cerveau, c'est comme un petit bidule. Là, vous envoyez une commande de position puis ça va tourner à un angle précis. Là. Souvent, ils vont utiliser de ces genres de capteurs-là parce que ça coûte pas cher. Ça coûte quelques sous à faire. On préfère nettement, pour estimer la mesure des angles, ce qu'on appelle des encodeurs optiques incrémentaux. Donc, ça va être un disque avec des fentes qui vont être opaques et des fentes qui sont claires. Et ce qu'on va faire, on va placer un faisceau lumineux qu'on va faire traverser au disque. Et lorsqu'il va frapper une frange foncée, le faisceau lumineux va se fermer. Lorsqu'il va frapper une frange qui est claire, le faisceau va traverser. Donc, avec cette paire d'émetteurs-récepteurs-là, on est donc capable de venir mesurer des rotations d'un disque. Et clairement, plus le signal passe de couper à allumer, à couper à allumer, couper à allumer, ça veut dire que notre rotation se fait très vite. Par contre, si je n'ai qu'une seule paire émetteur-récepteur, là, je peux savoir la vitesse de rotation, mais je ne peux pas savoir c'est quoi la direction de rotation. Pour avoir la direction de la rotation, je dois rajouter une deuxième paire émetteur-récepteur. Je peux utiliser soit une deuxième rangée de franges décalées ou simplement on va venir décaler nos récepteurs émetteurs. Et ce que ça va créer, donc, ça va créer deux signaux. On va avoir un signal, vous voyez, A et B. La fréquence à laquelle n'importe quel des deux signaux ici s'active, c'est la vitesse de rotation de notre axe. Et ce qu'on appelle la phase, donc, est-ce que A monte avant B ou est-ce que B monte avant A? Ça va nous indiquer la direction de rotation. Vous pouvez mieux le voir ici dans la petite animation en bas ici. Donc, vous voyez, j'ai ici les diodes ont les paires émettrices-réceptrices. Donc, ça, c'est juste une paire ici. L'autre ici, B, c'est l'autre paire. Donc, vous voyez que dépendant de la direction, ici, vous voyez, c'est B qui réagit en premier dans cette direction-là. Et dans la direction inverse, vous voyez comment c'est A qui réagit en premier. Ce qui est intéressant avec ce genre d'approche-là, c'est que c'est essentiellement sans friction. Il n'y a pas de point de contact ici entre les composantes. Donc, ça fait des appareils de mesure qui ne vont pas induire des forces, autrement que les forces de friction souvent, ils vont placer des rubans à billes là, sur les axes. Là. À part cette friction-là, c'est quand même ça ne va pas induire de friction parasite sur notre système. Là. Notez que c'est des systèmes qui, vous voyez, donc si les franges sont très rapprochées, que le système tourne très, 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 très vite, ben, la fréquence produite par ce système-là peut être très élevée, de l'ordre de la centaine de kilohertz. Donc, clairement, on ne va pas utiliser, par exemple, souvent, on peut se dire, ben, je vais brancher ça sur un microcontrôleur, je vais brancher ça sur un interrupt. Ça veut dire que vous allez avoir 100 000 interrupts à gérer par paire. Si vous avez 2 paires par roue, puis vous avez 4 roues, ça fait donc 800 kHz d'interrupts à gérer. Donc, ça se peut que ça fasse surcharger, par exemple, un microcontrôleur. Ça, on va le placer en général sur l'axe des roues. C'est ce qu'on appelle l'odométrie. Quand le véhicule va se déplacer, je vais être capable de venir compter des fractions de taux d'eau. Ça peut être de l'ordre du millimètre, la dixième de millimètre. Ça va nous servir comme premier estimé de déplacement du véhicule. Comme la fréquence est très élevée, souvent, on va utiliser un matériel dédié qui va non seulement être capable de suivre la cadence là, de 50 kHz, 100 kHz, mais aussi qui va facilement distinguer justement les phases entre est-ce que c'est A qui monte en premier ou c'est B. Il va être capable, dans le fond, d'incrémenter un registre à l'intérieur du chip. Puis il va vous brancher A et B, puis le chip, dans le fond, il va incrémenter si ça va dans une direction, puis il va décrémenter un registre si ça va dans la direction inverse. Puis ici, j'ai montré un peu un board qui est un peu désuet. Là. Et si vous utilisez vous allez sur des sites là, comme Adafruit ou RoboShop. Là, souvent, vous faites ça, le Quadrature Decoder Chip. Vous allez en trouver plein qui existent. Les encodeurs optiques sont tellement importants lorsqu'on fait des encodeurs de l'odométrie essentiellement. Là. Mais
Comme je dis, l'odométrie se fait principalement par des encodeurs optiques. Donc, c'est tellement important qu'on va venir même faire des rétrofits sur des véhicules standards lorsqu'on vient faire des cartographies de ville. Vous avez ici là, Apple Maps, là, Apple a commencé à faire eux-mêmes leurs cartes là, suivant Google. Et vous voyez, on vient installer ce bidule-là là, qui vient s'agripper après la roue. Que contient cet objet métallique ici? C'est quoi? Ben, c'est un encodeur optique. Et vous voyez ici, c'est 5000 impulsions par tour de roue. Donc, ça veut dire qu'on est capable de mesurer là, à 1/5 millième la position de la roue. Donc, c'est très utile pour faire donc, des cartes, faire d'estimation de la position d'un système. Mais faites bien attention, c'est pas parce que votre capteur ici vous donne 5000 impulsions par tour que vous êtes capable de mesurer précisément la position du véhicule à 1/5 millième de diamètre de la roue. Clairement, ce qui va arriver, d'abord, le rayon de la roue ici va changer un peu. Pourquoi il change? Ben, par exemple, si vous avez un véhicule à propulsion, puis le moteur applique un couple sur les roues, ben, ça va faire déformer le caoutchouc, donc le rayon va varier. Vous frappez une bosse, le caoutchouc va se comprimer, donc le rayon va baisser. Vous roulez sur un dos d'âne, et là où la voiture saute un petit peu dans les airs. Donc, c'est pas, bien que ce soit très précis, l'ensemble de la mesure de déplacement linéaire sur l'asphalte est quand même, il faut prendre ça avec un petit grain de sel. Et aussi, l'usure des pneus effectivement, l'usure des pneus va jouer. C'est surtout la pression qui va faire changer à court terme, c'est la pression des pneus. Les accélérations qui vont venir faire jouer le diamètre. Là. On ne se cachera pas. La voiture commence à rouler, le pneu se réchauffe, donc le gaz va prendre l'expansion. Donc, on voit déjà comment notre système peut se corrompre en termes de mesure. Donc, le capteur que je vous ai présenté ici, c'est un capteur qu'on va dire d'angle incrémental ou qui est relatif. Donc, je suis capable de mesurer que ma roue a bougé de 15 degrés ou tourné dans le sens inverse de 30 degrés. Ça ne me donnera pas une position absolue de l'angle de la roue, ce qui n'est pas important dans le cas d'une roue. Lorsque j'ai un bras robotique, par exemple, je vais avoir vraiment l'angle absolu de ce joint-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un encodeur optique, mais on va utiliser beaucoup plus de franges, puis on va utiliser un patron particulier pour les franges. Parce que ce qu'on veut, c'est que lorsque le disque tourne, on ne veut pas avoir plus d'une frange qui va changer d'opacité. Et on utilise ce qu'on appelle le code gris pour représenter donc ces positions-là. Donc, par exemple, la position 0, c'est 0, 0, 0. La position 1, c'est 1, 0, 0. La position 2, ça va être 1, 1, 0. J'ai mis en rouge le bit qui change lors de l'incrémentation. Ici, en 3, ici, c'est le premier bit ici, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, à chaque fois que je change de position, il n'y a qu'un seul bit qui va changer. Et le disque qui vient réaliser cet encodage-là, c'est celui-ci. Donc, vous voyez à la position 0 ici. Donc, vous voyez, c'est des zéros partout. Là. J'ai mis là, ici, c'est 4 bits. Là. Et vous voyez, donc, quand le disque tourne, puis je vais placer, donc, je vais avoir une paire émetteur-récepteur ici, une paire émetteur-récepteur ici, ici et ici, donc pour chacun des 4 rayons sur le disque. Et vous voyez, donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que le disque tourne, il y a seulement une des paires qui va se faire couper et qui va se faire rallumer à la fois. Donc, c'est moins sensible aux erreurs d'alignement des lumières parce qu'imaginez si j'avais plutôt un encodage là, de type binaire, là, quand je passe de 7, qui est 1, 1, 1, et que je tombe à 0, qui serait 0, 0, 0, ça voudrait dire que j'ai donc 3 franges qui seraient foncées, qui tomberaient à clair. Mais là, le problème, c'est que si j'ai une diode qui est 0,2 mm un petit peu en avance par rapport aux autres, ce qui va arriver, c'est qu'elle va comme s'allumer ou va s'éteindre avant les autres, ce qui va donner une position intermédiaire qui est fausse. Par exemple, la position 4, ce qui n'est pas le cas. C'est comme une condition transitoire. Le temps que toutes les franges soient vraiment bien traversées la zone d'exposition des différentes paires d'émettrices. Donc, c'est pour ça qu'on préfère, lorsqu'on va faire de l'encodage absolu, premièrement, utiliser donc un patron différent, là, puis deuxièmement, un patron de type gris pour éviter ces problèmes-là d'aléas lors des transitions. Et ça fait donc, dès que j'allume mon robot, là, que je prends une mesure, je sais exactement là, à la résolution près, c'est quoi la position absolue d'une membrure. Vous avez ici, par exemple, là, ici, ils n'ont pas utilisé un disque transparent. Je vais utiliser une technique. Ils envoient une lumière, puis après ça, ils regardent la quantité de lumière réfléchie pour différentes positions. Là, vous avez ici, ça ici, ça paraît pas, ça paraît pas, mais c'est une caméra linéaire. Donc, c'est une caméra de 1 pixel par peut-être 128. Vous avez ici un disque, on voit un patron qui a été peut-être gravé au laser. Donc, vous voyez ici, c'est un code gris avec plusieurs rangées. Et ce que la caméra vient faire, elle vient prendre des photos, puis elle vient voir c'est quoi la quantité de lumière qui revient. Puis elle est capable de retrouver c'est quoi le patron qui est présent devant cette caméra linéaire-là. On voit quand même le beau patron engravé ici. Et on voit donc la difficulté lorsqu'on va avoir une résolution très, très, très fine. Vous voyez comment la partie du disque ici, là, même la caméra ici n'est pas capable de capturer la finesse des lignes ici. Ça, c'était pour des capteurs angulaires. Capteurs angulaires absolus ou relatifs, dépendant de la tâche qu'on veut accomplir. On utilise aussi beaucoup des capteurs de proximité pour savoir s'il y a des obstacles qui sont très, 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 très proches de notre robot. C'est souvent plus des capteurs qui sont utilisés pour des questions de sécurité, là.
Il y a, par exemple, les capteurs magnétiques, là, où, par exemple, si j'ai un objet magnétique, ici, c'est un disque avec des aimants. Donc, mon capteur ici va s'allumer lorsqu'il y a une présence d'un aimant, puis va s'éteindre s'il n'y a pas d'aimant. C'est parfois utilisé lorsqu'on veut être capable de retrouver un angle absolu pour un système qui utilise un capteur incrémental. Donc, ce qu'on vient placer, c'est que sur le joint rotatif, on va placer un aimant à un endroit avec un capteur magnétique. Et là, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on démarre le système, on va faire un 360 degrés à notre membrure, à notre joint rotatif. Lorsque l'aimant va détecter, on va dire ça, c'est la position 0, par exemple. Si on regarde les encodeurs dans les roues du robot qu'on utilisait dans le cours, c'était le Kabuki. Eux autres utilisaient justement des petits aimants placés proches du moteur. Donc, il y avait la boîte de réduction. Et lorsque l'axe tourne, dans le fond, les aimants passaient devant le capteur. Donc, chaque fois qu'il passait, on pouvait dire que le robot avait fait une fraction de tour. C'était 52 impulsions par tour de moteur. En tenant compte de la boîte de réduction, ça donnait donc 2580 impulsions par tour de roue. Donc, 11,7 impulsions par millimètre. Donc, ça veut dire qu'en théorie, on pouvait mesurer des distances à 0,1 mm près. En pratique, comme on en a discuté, dès qu'il y a une roue qui touche un sol, la précision n'est pas celle que notre capteur pourrait nous donner en théorie, là, parce qu'il y a les aléas là, du sol et tout ça. On utilise aussi des capteurs de proximité infrarouge. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous vous rappelez le capteur là, qui avait la courbe là, qui faisait ça comme ça? Là? Donc, ça, on appelle ça des capteurs de proximité. Ils sont assez répandus parce qu'ils sont relativement fiables et ils ne coûtent pas cher. Par exemple, si vous avez un robot Roomba, là, si vous le virez à l'envers, vous allez voir justement ces petits boîtiers noirs avec deux petites lentilles dessus. Là. Le Roomba les utilise pour ce qu'il appelle le cliff detection. Là. Ils sont placés à l'avant. Donc, quand le robot avance, les autres, ils envoient quelques faisceaux vers le sol. Et dès qu'ils détectent que le faisceau, la distance augmente. Normalement, la distance entre la base du robot et le sol, c'est à peu près quoi? De l'ordre de 2 cm. Là. Dès que ça monte à 4-5 cm, mais là, ça, c'est un escalier, fait que là, le robot va s'arrêter. Il va faire un 180 degrés, puis il va retourner, donc il va reculer, puis il va aller ailleurs. Pour les cellulaires aussi, si vous remarquez sur la face de votre cellulaire, souvent vous voyez une espèce de deux petits trous de main avec des petites lentilles. Encore là, c'est quoi? C'est un capteur de proximité infrarouge. D'ailleurs, si vous downloadez une application de sensor, souvent vous pouvez voir c'est quoi la distance mesurée par ce capteur de proximité-là. Notre capteur de proximité infrarouge, comme le nom l'indique, va utiliser de la lumière dans la fréquence des infrarouges. Aussi, ça va être une émission qui va être dite modulée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas envoyer une lumière continue. On va faire varier l'intensité lumineuse de quelques kilohertz, par exemple à 5 kilohertz. Et le fait de moduler cette émission de lumière-là, ça va nous permettre de distinguer ce signal-là du signal ambiant. Le soleil, l'éclairage. Le soleil, surtout, émet beaucoup de rayons infrarouges. Si on veut se baser sur des mesures d'intensité de retour, ou de position de retour, on va le voir, là. Pour mesurer des distances, on veut éliminer le plus possible les sources parasites d'infrarouge qui sont le soleil. Puis la technique ici, c'est de moduler donc le signal du capteur. On va envoyer notre lumière infrarouge et on va vouloir prendre des mesures sur la réflexion provenant de la surface pour estimer maintenant la distance entre le capteur et la surface. Je l'avais montré tout à l'heure, la courbe de réponse. Vous voyez ici, je ne peux pas vous dire lequel est l'émetteur, lequel est le récepteur, mais c'est vraiment, il y en a un qui est l'émetteur, l'autre qui est le récepteur. Ceux-là ici, les modèles plus gros coûtent à peu près une dizaine de dollars. Les modèles plus petits peuvent être à 4 à 5 dollars. Puis je suis sûr que le modèle que vous avez dans un cellulaire, c'est probablement comme 10 sous. Là. Ce qui est intéressant, je vais en parler un tout petit peu là, dans quelques étapes. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une mesure aussi précise malgré les aléas des surfaces? Là. Donc, vous voyez ici la courbe du voltage en fonction de la distance. Que ce soit une feuille blanche qui a 90 de réflexion ou un papier gris qui a 18 la courbe ici, elle est essentiellement la même. Ça veut dire que notre capteur ne va pas estimer la distance en fonction de la quantité de lumière qui revient. Parce que s'il utilisait cette technique-là, clairement, il y aurait une différence entre une feuille grise et une feuille blanche. Donc, on voit ici se poindre un peu l'art de concevoir des capteurs qui sont robustes aux variations d'environnement. On ne veut pas avoir un capteur que la mesure dépend trop de la couleur de l'objet. Comment est-ce qu'il réalise un capteur qui est indépendant essentiellement de la couleur de l'objet? C'est une technologie qui est très ancienne, mais qui fonctionne quand même très bien. Essentiellement, ça va être moi, j'appelle ça une caméra analogue. Et l'idée, c'est que lorsque vous avez une lumière qui est émise comme ça et vous avez une lentille, le point lumineux qui correspond dans le fond à ce point-là. On va le voir aujourd'hui avec les caméras, là, mais essentiellement, il va y avoir un point qui va concentrer la lumière émise. Là.
Et la position de ce point-là, sur cette surface-là ici, va dépendre de la distance entre le capteur et la surface. Maintenant, on comprend très bien que la position ici, ça dépend de la géométrie, ça ne va pas dépendre de la couleur de l'objet. Donc, c'est comme ça qu'ils réalisent l'indépendance par rapport à la couleur de l'objet. Parce qu'ils vont venir mesurer une position d'une tache lumineuse sur un capteur. Ce qu'on voit ici, donc, c'est le schéma de notre circuit. Donc, vous avez ici une lumière, une LED là, qui va s'allumer. Vous avez un circuit qui vient alimenter. Important, vous avez une oscillation. Donc, on envoie un signal d'oscillation au circuit de la LED pour faire, si vous voulez, clignoter notre LED peut-être en sinus là, à 15 kHz. Mais on fournit aussi le même signal au récepteur ici. Et c'est ce qui permet, dans le fond, d'isoler le signal de la LED par rapport au soleil. On va synchroniser, si vous voulez, le traitement de signal avec cette oscillation-là ici. Le PSD, c'est Position Sensitive Device. Donc, c'est un petit chip en silicium. Vous avez ici le point lumineux. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais essentiellement, ils ont placé des fils électriques qui viennent se connecter sur ce morceau de silicium-là. La lumière ici va venir induire des courants, mais dépendant de où la tâche arrive. En fonction des positions des broches ici, on voit donc la position X de la tâche peut être estimée en fonction des différences des courants mesurés à différents endroits. Donc, c'est comme ça qu'on vient mesurer la position de notre tâche lumineuse. Donc, quand on parlait de transduction, la semaine passée, je vous avais parlé de transduction, comment est-ce que un capteur, souvent, il y a un principe de transduction. Donc, ici, on passe de photons à courant électrique. Puis de courant électrique, là, c'est facile après ça. On peut passer dans un ampère-mètre où on met une résistance pour mesurer ensuite un voltage. Et aussi, tout le côté géométrique qui nous permet de réaliser cette mesure de distance-là. Maintenant, question de Julien, est-ce qu'une surface très noire peut causer problème? La réponse, c'est oui. J'en parle tout à l'heure. On voit ici, c'est un étudiant il y a quelques années qui avait pris avec sa caméra en mode infrarouge. Il avait amené le robot chez lui faire des expériences. Il était capable de prendre une photo de la tache lumineuse. Et on voit donc que la tache lumineuse fait peut-être 5-6 mm de diamètre. On s'entend, ce n'est pas un capteur qui va donner des mesures très ponctuelles. Il faut toujours se rappeler, là, il va y avoir une résolution en distance. J'en reparle un petit peu tout à l'heure avec les lidars, là, mais aussi, il va y avoir une résolution angulaire. Là. Si j'ai une tâche qui est très large, ben, je peux pas distinguer des objets très étroits des objets qui sont un peu plus larges parce que mon faisceau, quand même, n'est pas très, très, très petit. Sur les obstacles qui sont très, très noirs. Donc, si j'ai un retour de signal infrarouge, j'ai un obstacle et puis je peux mesurer sa distance. Si j'ai une absence de retour de signal infrarouge, ai-je une absence d'obstacle? C'est la question qu'on se pose. Et j'aime beaucoup la citation de Carl Sagan qui dit « Absence of evidence is not evidence of absence ». Donc, c'est pas parce que j'ai pas de signal qui revient que j'ai pas d'obstacle. Pourquoi? Parce que, comme Julien posait la question, peut-être que j'ai un objet noir devant moi qui ne réfléchit pas assez de lumière pour être capable d'avoir un signal qui est suffisamment fort pour être traité par le capteur. C'est d'autant plus important si l'objet est situé loin, parce que la quantité de lumière qui est réfléchie puis qui va atteindre le récepteur va être fonction non seulement de la couleur de l'objet, mais aussi de la distance. Aussi, si mon objet est un miroir ou l'objet est très lustré, le faisceau infrarouge va arriver sur le miroir, va simplement dévier. Il n'y a pas d'information qui va retourner jusqu'au capteur. D'ailleurs, c'est un peu le principe là, quand on parle des avions furtifs. Si vous regardez surtout les premiers modèles d'avions furtifs, là, je pense que c'était les F-117 Nighthawk, c'était des avions qui avaient justement qui n'étaient pas ronds. C'était des avions qui avaient des surfaces très, très planes. Pourquoi? C'était l'idée d'avoir un effet miroir, c'est-à-dire quand le radar envoyait le faisceau, au lieu que le faisceau soit réfléchi vers le radar ennemi, le faisceau était simplement, il y avait une réflexion qui était faite puis il envoyait le signal ailleurs. En plus d'essayer d'absorber le radar, il essaie de dévier dans une autre direction qui n'était pas dans la direction du radar. Alors qu'une surface ronde, il va toujours avoir une direction qui va se produire. Aussi, en prononcé, donc si votre faisceau arrive à un angle très, très d'incidence très élevé, ben, il va juste, dans le fond, ça va être difficile d'avoir une réflexion qui va aller dans cette direction. Donc, on voit ici que la géométrie et la composition des objets dans l'environnement va avoir un impact sur leur capacité à être détectés par notre capteur. Finalement, donc, ces capteurs-là sont de courte portée. Là, des modèles, c'est une distance maximale entre 50 cm, 20 cm, là, dépendant de la puissance de la lumière. Aussi, c'est de la distance qu'ils vont placer entre l'émetteur et le récepteur. Là, ça vient jouer aussi sur la précision. Je rappelle, là, on avait vu les notions de dérivées au début du cours. Donc, la précision de notre capteur va être fonction de la pente de ce capteur-là. Donc, par exemple, ici, j'ai une pente relativement élevée. Donc, pour un petit changement de distance ici, je vais avoir un bon changement de voltage en mesure, donc ça va bien. Mais par exemple, mon capteur ici, la précision commence à chuter parce que pour une petite variation ou une grande variation de distance ici, je n'ai pas une grande variation de voltage. Il faut quand même aussi tenir compte de ça, c'est que certains capteurs, leur précision va
pour estimer les distances, ça va dépendre, va être fonction de la distance entre l'objet et le capteur lui-même. Mais heureusement, si on a la fonction de capteur, on peut le prédire à l'avance avec nos outils mathématiques.